You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12e épisode de la 4e saison de Cold Facts, un épisode dense. On commence avec l'équipe de Suisse qui a terminé la Deutschland Cup avec une victoire, 2 défaites, mais c'est pas ça qui va nous intéresser, on va se concentrer sur le roster et les joueurs qu'on imagine voir à Pékin pour les JO en février. Après, on reprend le cours de la National League et on commence avec Genève qui a limogé son entraîneur Patémon pour le remplacer par Yann Cadieux qui était jusqu'alors son assistant. On va voir les implications que ça a sur le jeu genevois. Ajoie qui a perdu 2-0 à Ambry, c'était difficile. Van Ström qui est blessé visiblement aux côtes, compliqué pour les Ajoulots. À Bienne, on revient sur la défaite contre Rapperswil, mais surtout la prolongation de contrat de 2 ans de Künzle, l'arrivée de Luca Christen, là aussi pour 2 ans, l'avenir de Yannick Radgeb. Et puis après, on passe à Fribourg. Et bien évidemment, le feuilleton Heron transféré ou échangé plutôt à Lugano contre Timo Hausener. On revient aussi un petit peu sur le match de Champions League et on termine avec Lausanne, les 5 ans de Michael Hugli qui arrive l'année prochaine en provenance de Bienne. Plusieurs questions concernant Lausanne, la thrombose de Damien Ria et puis aussi l'avenir des gardiens à Lausanne avec la probable arrivée d'Ivars Pounenovs. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Très bien, t'as pu profiter de quelques jours un peu de off après avec cette pause équipe nationale. Un petit peu, à part que certains clubs se sont dit tiens, si on changeait d'entraîneur au milieu de la pause d'équipe nationale, tu me diras c'est assez logique comme timing, mais pour les journalistes, on n'y pense pas assez, et à Colfax non plus, on n'y pense pas assez. Ouais. Parce que nous, on sort des grands épisodes qui sont enregistrés 2 jours avant avec Patrick Aymon qui est encore à la bande à Genève, et on dit on sait pas, mais ça, il devrait sûrement rester, on verra. On va sur le plateau des pécalistes. On fait les malins aux pécalistes, puis derrière, bim, on vire le coach. Super. Mais avant de parler de ça, pause d'équipe nationale, ça permet de parler quand même un tout petit peu de l'équipe nationale. Oui. Qui a fait une Deutschland Cup. Alors, les résultats, voilà, 2 défaites, 7-1, 3-0, puis après une victoire contre une Russie, on va dire C. On a écrit, certains ont écrit B, mais c'est vrai que c'est plutôt C parce qu'on part du principe que la Russie A, c'est celle qu'on aura aux Jeux Olympiques. Du coup, c'est la Suisse B. Du coup, c'était la Suisse De B. la Suisse B contre la Russie C, si on pense dans ce sens-là. Exactement. Mais une victoire quand même 3-2, et puis ça nous permet de parler pas tant de cette Deutschland Cup, mais de nous projeter vers Pékin et les Jeux Olympiques, et puis de faire un peu le roster. Alors on part du principe qu'ils seront comme au championnat du monde, 25, 3 gardiens et puis 22 joueurs de champ. Après, à savoir si c'est plus de défenseurs, style 9-13, 8-14. Ça, on verra comment ça se passe. Je ne sais pas avec le Covid s'ils vont autoriser peut-être un petit peu plus de joueurs, style 28, comme il y avait eu à Riga. Je crois il y avait eu un petit peu plus, peut-être même 2 de plus, ou 3 de plus, je ne me rappelle plus. Mais si on fait l'équipe, on part. Les gardiens, c'est assez simple, en gros. Genoni et Berra, on sait déjà qu'ils seront là, s'ils ne sont pas blessés. Voilà. Tu mettrais qui en 3e? En général, le numéro 3 est censé plutôt être là pour venir visiter. Le problème, c'est qu'en Chine, niveau visite pendant le Covid, il va pas avoir grand-chose, le pauvre. Moi, je pourrais imaginer un Van Pottelberg obtenir sa chance. Si tu me posais la question il y a 6 mois, je t'aurais dit Gauthier Desclous. Aujourd'hui, vu le début de saison qu'il fait, où il est moins flamboyant qu'il ne l'était il y a 6 mois, c'est peut-être un petit peu plus tendu. Gilsen à Davos, on sait que la connexion équipe de Suisse Davos, elle est quand même toujours assez bonne. Même si c'est presque Sandro Schliemann qui est absolument qui à Davos est très très solide en ce début de saison. Je crois qu'il a vraiment les meilleurs stats de gardien, un peu de choses près. Mais je suis d'accord avec toi. Alors moi j'aurais aussi, je pense que je partirais sur Gilsen parce qu'il a déjà été et puis les petites patinoires il les connaît aussi parce qu'il a été en Amérique du Nord. Je pense que c'est une option. Pour moi, c'est la bonne option. Après, un Ludovic Weber, il est à Zurich. C'est proche des bureaux de Gladbrook. Peut-être qu'ils peuvent aller le voir un petit peu plus souvent. Patrick Fischer, j'en sais rien. Mais il pourrait mériter une chance aussi de se dire, voilà, on prend quelqu'un d'inexpérimenté en championnat du monde, mais justement qui va pouvoir
Ouais, découvrir l'ambiance de l'équipe de Suisse, vivre des Jeux Olympiques, mais ouais, Sen ou Van Pottelberg me semblent être les deux à la corde. Ouais, moi, je pense Gilles Sen, à qui c'est les Jeux Olympiques, justement. C'est le cadeau que tu fais au troisième gardien, c'est vraiment de faire partie de l'équipe olympique. Euh, aussi les services rendus. J'ai l'impression que si tu dois mettre un troisième, bah, tu vas donner à quelqu'un à qui tu as déjà donné ta chance et pas forcément un néophyte à qui tu vas offrir la possibilité. Il faut aussi penser dans l'esprit de Patrick Fischer que c'est une manière de préparer l'après Giannoni Berra, même si c'est pas Exact. pour tout de suite, mais d'avoir des joueurs qui ont l'habitude de jouer, et d'avoir participé à des grands événements, d'être dans l'ambiance d'un grand événement pour sentir un peu cette pression qu'il y aura forcément sur l'équipe de Suisse, même si elle sera plus grande sur les autres pays sans doute. Mais Mhm. voilà. Il y a Akira Schmidt aussi qui est pas si mal J'hésitais à dire le nom, et puis je me suis dit, ouais, on va un peu loin. Là. Ouais, Pour un c'est début ça. d'épisode, on lance directement Akira Schmidt après moins de 5 minutes. Ça Je fait... pense qu'il faut se mouiller la nuque avant, donc c'est Exactement. un peu tôt. Ouais, parce que là, ça rejoint, alors ça va complètement à l'encontre de ce que je dis justement, on l'a jamais vu en équipe de Suisse A, et à ce moment-là, on le prendrait pour les Jeux Olympiques. Ça paraît compliqué. En défense, si tu devais... allez, on va dire 8 noms. Je les ai notés. Tu veux que je te dise plutôt ce que moi j'ai... Vas-y, ce que tu as noté, parce que toi, tu t'es préparé. Moi, j'y vais au bluff complet. J'imagine... Je dirais un Romagnosi dans les petits jeunes qui a une chance. Ouais. Siegenthaler dans les jeunes aussi. Alors, lui, Siegenthaler, je l'ai mis sur une deuxième liste de gars où j'étais pas sûr. Moi, je pars du principe que tous ceux qui sont en NHL, ils viennent. Point. D'accord. Les joueurs de NHL sont présents pour la raison que tu as mentionnée avant, patinoire. Oui. Tu as 0 jour d'adaptation entre la fin de ton championnat de NHL et le premier match de Jeux Olympiques. Ce qui n'est pas le cas pour tous les joueurs qui sont en Suisse. Donc, alors ça voudrait dire dans ces cas-là que Josi, Siegenthaler, Koukan, qui est blessé. Koukan, s'il est de retour de blessure, Voilà. mais il sera de retour, mais comment il va revenir? Parce que Koukan, il faisait partie de ces joueurs avec Malguin qui était un peu l'équipe de Suisse et Fischer. Il y avait eu une petite bisbille. Hein. Il y a Bodenman aussi, mais voilà. Mais parmi les joueurs qui sont plus intéressants pour maintenant. Koukan, je pense qu'il a sa place. Il faisait partie de l'équipe. Il a fait partie de l'équipe de Suisse à Copenhague. Justement, ça, je me rappelle plus, mais c'est bien possible. Force, on les confond, les mondiaux. Exactement. Josi, donc, Siegenthaler. Il y a aussi il y a 2 joueurs à HL, c'est Geisser et Moser. Et Moser, moi, je pense avant Geisser, même, parce que lui, il est plus jeune, mais plus expérimenté, finalement, et c'est un des joueurs que Patrick Fischer aime bien. Et après, je me posais la question, pas plus tard que mardi soir, avant le match de Fribourg en Ligue des Champions, avec un de nos auditeurs, est-ce que la AHL s'arrête? Et si oui ou non, est-ce que les joueurs peuvent être libérés ou doivent être libérés par les clubs? Et ça, je ne connais pas la... Alors, je te dirais que j'aimerais bien qu'on puisse vérifier ça, parce que sinon, je partirais du principe que c'est comme la Québec Junior majeure. Ma foi, les joueurs, quand il y a le championnat M20, la Québec Junior continue. Ouais. Et bah, les joueurs, tu les as pas. Puis ma foi, ben, voilà, c'est quelques joueurs. On part du principe qu'on va pas arrêter le championnat pour ça. Donc, il y a un peu moins de matchs en AHL aussi. Hein. Complètement. En général, je ne suis pas sûr que toutes les équipes jouent la même chose. Un temps, ils jouaient tous la même chose, maintenant plus. Donc, je partirais du principe que non. Donc oui, Moser, Geisser sont des wildcards, on va dire. Ça en ferait déjà 5. Hein. Josi, Geisser, Moser, Koukan, Siegenthaler. Ouais, Geisser et Moser, moi j'en ai 3 dessus, on va dire. Moi, je pense que fixe. Diaz, c'est obligé. Avant lui, moi je mets Alatalo. Pour moi, Alatalo, il est fixe. D'accord. Mirko Müller, parce qu'il a un passé Diaz, NHL. donc effectivement, Diaz aussi, c'est un... Et puis on a les 8, hein, si on a Josi, Geisser, Moser, Diaz, Müller, Koukan, Siegenthaler, Alatalo, on a les 8. Sur le ballon, pour moi, il reste Löffel, Untersander, Frick et Fora. Et Müller. Müller, je l'avais mis déjà... Mirko Müller, je l'avais déjà mis dedans, en fait. Pardon. Dans les 8. Ça te semble... Est-ce qu'on oublie quelqu'un? Moi, Ouais, j'aime bien Frick en équipe de Suisse à chaque fois. Hein. Et ce serait dommage qu'il passe par la fenêtre aussi parce que c'est un roman ou assimilé roman. Mais les places sont tellement chères. C'est derrière où il y a presque un peu plus de place à part ça. Hein. Oui, parce pour une wildcard, on va dire. Exactement. Mais puis il y a les droitiers gauchers. Il faut aussi peut-être... Exactement. Là, sur les droitiers, comme ça, ce que je vois, il y a Diaz en tout cas. Comme un peu droitier offensif. Est-ce que tout d'un coup, Löffel, Untersander, c'est droitier offensif? Tu vois, j'ai pas mis Genadzi non plus, j'ai pas mis tous ceux qui ont été pris, même Elner et compagnie, parce que je me dis que ça risque là d'être compliqué vu l'effectif à disposition. Si on passe aux attaquants,
ça va être assez simple puisqu'on en a, on va dire, 7 de fixe, Oui. je pense, avec la NHL. Ischier, Mayer, Fiala, Hoffman, Souter, Kourachev et Niederreiter. Il y a déjà 3 centres. Ischier en premier centre, je pense que Souter en deuxième centre et Kourachev en troisième centre. Ça va en 4, t'as Corvi. Ou Gaëtan Haas. C'est chaud, hein. Après, Pius Souter peut jouer sur une aile. C'est dommage parce que maintenant, c'est un vrai Je centre. crois qu'il a gagné 17 engagements sur 20 Exactement. lors de son dernier match la nuit dernière. Donc, Mais tu as ce luxe de pouvoir te dire, mais attends, Gaëtan Haas, c'est un centre qui joue que Ouais. centre. Corvi, c'est un centre qui joue que centre. Est-ce que je mets mon Pius Souter sur une des ailes pour avoir cette profondeur-là, sachant que c'est là où tu gagnes peut-être un peu plus Enfin, d'avoir un Souter sur une aile, mais après, on n'est pas mal fourni en allié non plus. Hein. tout à fait. Et ça veut dire que là, on en a déjà 7. Hein. Ouais. Si on rajoute Haas Corvi, on est à 9. Voilà. Andrighetto, On est à 10, Ambul, c'est impossible de ne pas le prendre. 11, Et Chervet, je pense qu'il fait partie aussi de ces joueurs. 12. Puis t'as Chervet, t'as Tic-et-Tac, tu prends Rod avec, 13. Je l'ai mis dans la liste. Puis t'as Berchi, 14. Voilà. On fait quoi, 2 équipes ou bien Et puis, il y a la question Sven Berchi. Moi, je l'ai mis je le prends. En fait, je le prendrais pas. Mais en même temps. C'est dur, hein. C'est dur parce que Sven Berchi, déjà, il fait un vrai début de saison. Ouais. Il était rappelé par Vegas parce qu'ils ont des cas de Covid et il a 8 points en 12 matchs, 4 buts, 4 assists. Exactement. En AHL, c'est tout à fait honorable, je trouve. En fait, c'est un très bon joueur d'AHL. Hein. Il tourne à peu près autour du point par match, des fois un tout petit peu moins, 0,8 ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment solide. Mais le problème, c'est qu'on a presque suffisamment de joueurs qui ont un flair offensif. Si tu prends Timo Meyer, si tu prends Nico Hischier, alors il est centre, mais c'est un Niederreiter, c'est des joueurs qui savent marquer des buts à ce niveau-là. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est presque plus suffisant, et je te rejoins. Et si c'est pour prendre Sven Berchi pour le faire jouer sur ta 4, je suis pas vraiment persuadé que ça vaille la peine. Ou alors, effectivement, il part du principe qu'un Hoffman, c'est pas parce qu'il joue en NHL qu'il va pas le mettre sur une ligne un peu de gratteur comme il a l'habitude de jouer maintenant, un peu plus en NHL ou avec des responsabilités défensives accrues. Mais ça veut dire qu'entre Malgin, Berchi, Rod, Chervet, Moi, Malgin, je suis désolé. c'est dur, hein. Avec Corvi et Haas, en plus des 3 autres centres, Bien sûr. il est de trop finalement. Puis, honnêtement, Et là, on parle d'un joueur qui a plus d'1 point par match en championnat de Suisse. ouais. Cette saison, il a 18 matchs, 20 points, 9 buts. Puis la saison passée, on se rappelle de ce qu'il a fait avec Lausanne. Il avait quand même été loin d'être crade. Hein. 45 matchs, 42 points, 19 buts. Et tu es en train de t'en passer, hein, monsieur Fischer de Colfax. Mais parce qu'à un moment, bah, tu es obligé. Ouais, je sais bien. Tu ne peux pas prendre tout le monde. Après, de nouveau, tout ça peut être remis en cause s'ils ont un roster qui est ouvert. Bien sûr. Puis en même temps, c'est bien joli de vouloir de la vitesse. Il faut aussi un tout petit peu répondre aux défis physiques. Et des fois, quand tu regardes cette équipe, tu parlais de Rod aussi. Il y a un Simeone qui a été bon buteur. Ah ouais. Mais est-ce que Simeone, tu vois, tu prends des gars dans l'alignement en te disant ah mais si j'ai tout d'un coup, je sais pas moi, Timo Meyer qui pète, j'ai un buteur qui me manque, je peux monter qui dans l'alignement? C'est ça qui devient compliqué. Puis on a toujours pas parlé de Fazzini, parce que mine de rien, c'est le 2e meilleur compteur suisse de la ligue. Ouais, 24 matchs, 21 points. Non, mais pour dire la profondeur de cette équipe de Suisse potentielle, quand tu ramènes tous les gars d'Amérique du Nord. Fazzini est trop unidimensionnel pour moi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais on en est arrivé à un point où un joueur qui a quasi 1 point par match en Suisse est snobé pour les Jeux Olympiques. Ouais. Franchement, à l'époque où Patrick Della Rosa et puis Thomas Ziegler étaient sélectionnés chaque année, peu importe ce qu'ils faisaient durant toute la saison, est sacrément révolu. Et moi, je me permets de revenir justement sur l'interview de Patrick Fischer qui donne avant la Deutschland Cup où il dit « Arrêtons avec cet objectif systématique des quarts de finale qui est un objectif hypocrite. » Et là, ce qu'on vient de dire, alors oui, les autres équipes, ils vont pas avec des manches à balai non plus. Ça, hein. On est complètement d'accord avec ça. Mais cette équipe-là, elle est légitime pour dire mais non, on peut pas se contenter d'une place dans le top 8 sur un sport où il y a 12 équipes qui sont crédibles au monde. Enfin, c'est pas sérieux. Et ça, j'entends. Et oui, la Suisse s'est pris une seille contre la Slovaquie le premier match, mais concrètement, des joueurs qui étaient présents à Krefeld, il n'y en aura pas grand-chose qui seront présents à Pékin. Mm-hmm. Et peut-être un peu plus au championnat du monde de Helsinki et Tampere en mai prochain. Mais moi, j'entends ce discours de Patrick Fischer où il dit non, mais arrêtons maintenant, les quarts de finale, c'est bien joli, mais on voit à Pyeongchang, la Suisse a
a été éliminé par une équipe d'Allemagne qui est certes En huitième de finale. bonne, en Ouais. huitième de finale, l'équipe d'Allemagne qui allait jusqu'en finale. Alors, je suis Ouais. pas en train de dire que la Suisse va aller en finale à Pékin, mais pour dire à ce niveau-là, c'est pas impossible, surtout quand tu joues sur 60 minutes. Si tu joues un best of 7 contre la Suède, bardée de stars de NHL, ça devient compliqué. Moi, je te dirais même que parce qu'à Pyeongchang, il n'y avait pas la NHL. Mais Oui. en 2002, à Salt Lake City, quand la Biélorussie arrive à sortir la Suède Oui. et se retrouve en demi-finale, parce qu'il y a un but un peu gag, mais il y avait quand même 3-3, je crois. Je crois que ça s'est fini 4-3, il me Oui. semble. Un truc comme ça. Donc, ça, c'est possible. C'était il y a bientôt 20 ans, mais c'est possible. La Biélorussie n'était pas bardée de stars comparé à la Suède avait tous ses joueurs NHL. Donc, ouais, ça peut tout à fait passer. Je pense, et moi j'aime bien finalement qu'on vienne dire non mais attendez, là maintenant Ouais. on a des joueurs qui sont de vrais joueurs On se de cache pas. NHL et puis on se cache pas, on a des ambitions, on a le droit d'être ambitieux, on a mérité d'être ambitieux. Moi j'ai aucun problème avec cette interview de Patrick Fischer. Alors, on va commencer à égrener les clubs de National League maintenant. Quand on a parlé de l'équipe nationale et on va commencer par Genève. Tu as un peu vendu la mèche presque en début d'intro. Breaking news pour Ouais, les gens c'est qui ça. n'écoutent que Colfax et qui ne s'informent que par nous. Eh ben, on va évidemment revenir sur l'éviction de Pat Aymon et la nomination de Yann Cadieux. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ça quand voilà, ça s'est fait? Ça bruissait depuis un petit moment. C'est dur à dire parce que en même temps, quand c'est arrivé, tu te dis ouais mais c'est logique avec les résultats, il devait faire quelque chose. Puis en même temps, une semaine avant, on pouvait parler avec n'importe qui au club, puis c'était il n'y a pas de raison de changer. Je parle pas forcément de Marc Gauci, je parle de l'entourage du club, je parle des joueurs à qui tu poses des questions là autour. C'est vraiment non mais Pat c'est la bonne personne à cette place. Et surtout, Patrick Aymon, c'est la personne qui a amené Genève en finale en mai dernier. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux qui justifie de se dire non mais attends, c'est plus notre bonne personne. C'est quelqu'un qui a signé un nouveau contrat en juin dernier ou en mai dernier. Et puis tu parlais aussi, tu dis l'année passée, mais si on reprend Enfin, la saison rembobine passée, ouais. la saison d'avant, celle qui s'est fait interrompre en février 2020 à cause du Covid, il était tout devant au classement. On se réjouissait de voir les playoffs de Genève en se disant ah, putain, Aymon, Ouais, il y avait joli boulot. Il y avait une vraie montée en puissance. Puis là, en un sens, si je me mets à la place du directoire qui a quand même fait des moves qui sont, on va dire, si on rembobine de nouveau une deuxième fois, il y avait un plan sur plusieurs années d'intégrer les jeunes, etc. Mais quand tu transfères Joel Vermin, Tyler Moy, Josh Jarvis dans ton contingent, c'est plus du win now, on va dire. Tu es en mode, on est là pour gagner. Tu fais venir Sami Vatanen, qui est quand même un vrai joueur de hockey, qui ramène de l'ambition supplémentaire en théorie. Tu peux pas perdre contre Ajoa après avoir mené 3-0 après 40 minutes. Et je comprends qu'il y ait eu un move qui soit fait. Après, moi, j'ai quand même un peu l'impression que de remplacer Patrick Aymon par son adjoint, finalement, Ouais. Yann Cadieux, qui n'a pas vraiment d'expérience, qui est finalement la même filière. Qu'a fait Yann Cadieux pour... Mérité. pour enrayer la spirale dans laquelle s'est trouvé le club. Alors oui, c'était pas lui le chef, on est bien d'accord avec ça. Mais moi, quand je lis l'interview qu'il donne sur le site du club où il dit je vais mettre plus d'intensité, il faut qu'on joue avec plus d'intensité, un hockey plus moderne, etc. T'es là, mais t'étais pas en charge aussi de quelque chose. Enfin, t'aurais pas pu, toi, le faire en amont. Et je trouve ça un petit peu surprenant. Et je comprends de dire, bon, on va pas faire la même chose, on est obligé de changer des choses. Mais dans ce cas-là, à la place du directoire, moi, j'aurais pris, justement, je disais, il y a 2 semaines, je crois, que à leur place, tu fais un changement radical. Quand il y avait le nom de Serge Pelletier qui était sorti, j'étais là, ouais, mais non, mais arrêtez. Ouais. On va pas remplacer un Québécois par un autre Québécois qui a la... Potentiellement, et je suis pas en train de dire que tous les Québécois jouent le même jeu, puis les Russes ils jouent avec du patinage. Enfin, on est d'accord que le hockey c'est globalisé. Mais si tu veux un vrai changement, ça peut aussi être un changement d'identité, de façon de faire passer un message. Je parle pas que de hockey sur la glace. Ouais. Et pourquoi pas partir au nord, en Europe, ailleurs, amener une autre, un vent nouveau finalement dans un vestiaire. Ouais, ça fait penser que Pelletier en plus et Aymon, ils ont à peu près le même âge. Donc si à la rigueur tu donnes le coaching à quelqu'un de très jeune,
Peut-être que Berne l'avait fait avec Kogler. Tout d'un coup, tu essayes des choses. Alors, ça peut ne pas marcher. Moi, ce qui me frustre avec cette histoire, c'est que finalement, il n'y a pas de relégation. Et Ajoie le dit à longueur de semaine pour justifier effectivement. Et nous, on a repris ce discours aussi en disant bon, bah tant mieux, il n'y a pas de relégation, donc tu t'en fous. Pour Genève, c'est un peu plus embêtant quand tu as été en finale, bien entendu, mais tu peux peut-être attendre encore un peu, il me semble, avant de décider de tout changer. Et on se rappelle que ce match contre Ajoie, s'il y a 6-0 après 2 tiers, Ajoie ne revient pas. Je pense, il me semble. Il me semble. On peut être étonné, mais il me semble. On va pas faire du révisionnisme, mais quand même, ça paraît compliqué. Quand tu as ces 3 buts qui auraient pu être marqués, même 2, c'est pas Patrick Aymon qui est sur la glace puis qui les rate. Donc à un moment, je me dis toujours, alors je sais que c'est beaucoup plus simple de changer une personne que 20 ou autre. Mais à un moment, non, tu dois dire aux gars, écoutez, c'est vous qui avez merdé sur la glace. C'est pas le discours du coach. Je suis sûr qu'après 3-0, il leur a pas dit « Ah, c'est bon les gars, c'est bon, vous n'avez pas... » Bonnes vacances. Jouotez, tranquille, de toute façon, c'est bon, on va les battre. C'est impossible qu'il ait dit ça. Donc finalement, Puis là, un truc intéressant que tu dis, c'est par rapport à l'absence de relégation. Si on regarde le classement actuellement, Genève a 11 matchs, 23 matchs, 23 points et 11e. Il n'y a que 3 points de retard sur Lugano et un match en moins. Alors oui, 10e sur 13, je ne suis pas sûr que c'était conforme aux attentes du directoire genevois avant la saison. On est bien d'accord et c'est décevant comme début de saison et je comprends qu'il faille changer potentiellement quelque chose. Mais il reste encore une trentaine de matchs de championnat et tu es toujours à la course pour arracher les pré-playoffs. Et c'était l'avantage des pré-playoffs aussi, c'était de mettre un petit peu moins de pression sur les clubs, de absolument faire des panic moves début octobre et changer le coach, engager 4 étrangers pour essayer d'accrocher le top 8. Même le top 8 n'est pas si loin. Lausanne est à 7 points. Alors 2 matchs de moins, bien sûr. Mais Ambry est à 9 avec le même nombre de matchs. Pour dire, oui, le début de saison est décevant, mais on avait aussi dit que ces derniers temps, c'était un petit peu mieux. Il y a eu ce dernier tiers catastrophique contre Ajoie, on est bien d'accord. Mais le trend était positif. Et moi, j'aurais été partisan de se dire, bon, maintenant, on a un trend qui est assez positif. Oui, il y a ce match contre Ajoie, c'est impardonnable, mais est-ce que c'est vraiment un problème structurel ou c'est exactement ce que tu disais avant? Ou est-ce que c'est un problème plus individuel, on va dire, et c'est pas structurel quand tu prends 3 buts contre Ajoie dans le dernier tiers? Tu peux pas dire que c'est le système qui a pas marché. Je suis pas d'accord avec ça. Et du coup, tu peux peut-être lui laisser 10 jours de plus pour travailler parce qu'il aurait eu ces 10 jours-là pour faire quelque chose, Patrick Aymon aussi. Et dire on réévalue la situation dans 2 semaines. Là, ouais, je trouve presque un peu prématuré, je dois t'avouer. Ouais, puis je me dis, la fondation qui avait qui laissait du temps aussi, qui avait une idée sur 3 ans, alors c'est peut-être arrivé un peu plus tôt, en allant en finale déjà maintenant, ils peuvent, eux, se permettre de garder quelqu'un qui est là dans le club depuis tellement longtemps en plus. On parle pas de quelqu'un qui a repris le club il y a 2 ans, mais qui venait de l'extérieur. On parle de quelqu'un qui connaît la maison genevoise, vraiment, il est là depuis 20 ans, quoi. Donc, je me disais il aurait mérité une forme de respect aussi, de lui dire, écoute, on te laisse plus de temps qu'à d'autres. Plus de temps que 20 matchs, parce que 20 matchs, c'est ridiculement peu. Surtout quand tu viens de signer un coach pour un nouveau contrat, implicitement, tu dis c'est quand même notre gars pour les 2 prochaines saisons. Si après 20 matchs, tu dis non, et mais qui perd quand même plus. Fer et Omark, qui valait 43 buts, je crois qu'on avait calculé. Hein. Oui, il y a des joueurs qui sont venus, bien sûr. Mais là, c'est le travail de Marc Gauchi aussi, de dire je dois te trouver quelque chose, je dois te donner des armes qui peuvent remplacer celles que tu perds finalement. Et il n'a pas réussi, si on veut, en tout cas, à trouver les bonnes personnes pour remplacer ces 2 joueurs. Est-ce qu'on pouvait les remplacer? Ça, c'est une autre question, mais il ne l'a pas forcément mis dans les meilleures conditions non plus, je trouve, pour être en mesure de se battre comme l'année passée. Surtout si maintenant tu as un Tanner Richards qui est tout proche d'un retour au jeu, tu peux aussi dire, voilà, tu as un des... Comment dire, une des grandes gueules de ce vestiaire qui va revenir, qui va amener un peu de caractère dans cette équipe. Qui peut chanter. et du coup, il y avait moyen, à mon avis. Moi, je trouve que c'est un peu un gâchis de s'en être séparé maintenant. Marc Gâchis, non, ça c'était une mauvaise blague. Cédric Progin, question. Salut les gars, dans votre prochain épisode, est-ce que vous pourriez nous partager les coulisses de l'annonce du licenciement de Patémon? J'ai été étonné que dès l'annonce, plusieurs journalistes
On fait l'état de tensions avec Cadieux, info ou bruit qui n'est à ma connaissance jamais sorti auparavant dans la presse. De plus, ces derniers jours, les journalistes faisaient plutôt état d'un maintien de Patémon. Est-ce que ces tensions étaient connues depuis longtemps dans le milieu? Et sinon, comment ça a fuité dès l'annonce? Ça a fuité avant l'annonce, plutôt, je trouve. Ces tensions dont j'ai écrit là-dessus, mais je suis de loin pas le seul. Non. Oui, c'est vrai qu'apparemment l'ambiance dans le bureau des coachs n'était pas toujours très, très agréable ou pas très amicale. Mais Ça, c'est politique, comme tu dis ça. ouais, parce que j'étais pas présent, donc je connais pas la On a- teneur exacte de tout ça. Il me semble qu'on a quand même lu qu'ils se parlaient plus. Hein. Je l'ai lu chez un de mes confrères. Moi, j'ai écrit qu'il y avait de la friture sur la ligne. Ouais. On a écrit la même chose, mais un peu différemment. C'était plus sympa. Apparemment, j'ai pas écrit qu'ils ne se parlaient pas parce que je n'ai pas la fameuse double confirmation qu'on aime bien avoir. Par contre, c'était un peu tendu entre les deux, effectivement. Moi, on m'a quand même beaucoup parlé de Yann Cadieux en des termes qui n'étaient pas très positifs par rapport à son arrivée, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est plusieurs sources qui m'en ont parlé. Je sais que j'ai parlé avec des confrères qui ont entendu les mêmes choses. Ouais. Pas des mêmes personnes, parce que je connais mes sources et je sais à qui elles parlent et à qui elles parlent pas. Et je sais que c'est le cas ici. Donc, ça vient de plusieurs personnes. Après, il y avait des tensions. Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'inverse? Est-ce qu'il y a des tensions parce que les résultats sont pas bons? Du coup, est-ce que Yann Cadieux est frustré parce que Patrick Aymon ne réagit pas, ne fait pas ce qu'il imagine? Est-ce qu'il fait des propositions qui sont pas acceptées? Et donc, il y a encore des défaites, ce qui rajoute à la frustration. Et donc, est-ce que c'est un engrenage comme ça? Ou est-ce que c'est beaucoup plus ancien finalement? Et ça, j'ai pas la réponse à ça. Par contre, oui, c'était sous-jacent. Et en même temps... moi, j'avais une ou l'autre confirmation. Puis c'est vrai que les langues sont un petit peu déliées au moment où ça a été su que Patrick Aymon allait partir. Moi, je te dirais, 2 semaines avant le truc, j'entends quelque chose à ce niveau-là. C'est un peu dérangeant parce qu'il est arrivé en même temps. En 2019, on l'a mis comme assistant. Puis c'est vrai qu'on n'aime pas trop avoir ce côté de la personne qui est avec toi, puis tu sais pas trop s'il est avec ou contre toi, visiblement. C'est ce qui est ressorti comme tu disais, des interviews ou de certains papiers de confrères. Ça, c'est... Ou chez moi aussi, d'ailleurs. Je l'ai aussi écrit. Ouais. C'est un petit peu compliqué, mais maintenant, le fait est qu'on peut discuter de ça pendant encore des heures. Cadieux est maintenant l'entraîneur en chef. La lumière sera sur lui, c'est clair. Et il aura plus de paratonnerre. Il pourra pas dire que ah ouais, mais moi j'ai pas eu. Voilà, il a la place. Il a fait peut-être en sorte de l'avoir. Il l'a. Maintenant, voilà, il va assumer, c'est clair. Puis de toute façon, à la fin, c'est comme toujours, c'est les gagnants qui réécrivent l'histoire. Donc s'il gagne et que s'il amène cette équipe en pré-playoff / playoff, c'est que c'était le bon choix. Exactement. Et s'il n'y arrive pas, c'est que c'était le mauvais choix. C'est malheureux, mais des fois, moi je pense aujourd'hui que c'était pas forcément le bon choix. Si sur la glace ça se passe bien, mais il faudra bien admettre que c'était la bonne décision prise, ou que du moins la décision a porté ses fruits. Mais aujourd'hui, moi, je reste vraiment très dubitatif par cette décision de mettre Yann Cadieux à la bande, aussi parce que c'est un entraîneur qui a 2 saisons d'expérience en Swiss League au Ticino Rockets, où les ambitions, c'était pas vraiment de gagner le titre, ni même de gagner des matchs, mais de développer, de faire jouer les jeunes de Lugano, de Davos, de Ambry, et même certains de Lausanne, si je me rappelle bien, qui faisaient partie qui avaient quelques joueurs là-bas, notamment Guillaume Hannes-Ferrer qui était parqué là-bas. Là, il se retrouve à entraîner une équipe de l'élite qui a des ambitions. Et est-ce qu'il est prêt à ça? S'il a accepté le poste, il faut croire que oui. Il s'estime l'être, puis on verra s'il le sera. Tu vois quoi comme style de jeu? Alors, un style de jeu où ça va fort checker, justement. En tout cas, ce qui dit qu'il va ramener de l'intensité à un jeu un jeu un petit peu plus moderne. Faut prendre Rod à Hockey Manager, si on l'a pas déjà. Je sais pas. Moi, dans mon Hockey Manager, dans une équipe, j'ai Juris et Evermin, je vais les conserver. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y a pas de raison, ils ne pourront pas faire pire que ces derniers temps. Moi, Genève est une des équipes qui a un des moins bons jeux de transition de la Ligue. Et ça, c'est un des points sur lesquels je pense Yann Cadieux va devoir vraiment, vraiment insister. C'est le jeu de transition qui est pas bon, il ne se crée pas d'occasion off the rush. Ils sont bons en jeu de possession en zone offensive. Oui.
En termes Comme de ils sont bons en powerplay d'ailleurs, je trouve. Exactement, il y a 55 aussi en termes de chances créées, ils sont bons. Défensivement, ça tenait la route, surtout les 10 derniers matchs. Donc je pense que Yann Cadieux prend une équipe qui a le vent dans le dos actuellement. Donc s'il arrive à justement un peu plus d'intensité dans la récupération de puck en zone offensive, un peu plus de rapidité en jeu de transition, ça pourrait en tout cas fonctionner. Je pense qu'on en verra un peu plus ces prochains temps. Ouais, puis je pense que le fait simplement d'avoir changé, on pourrait mettre n'importe qui à la place de Yann Cadieux. S'il y a juste un changement, les joueurs sont obligés de sortir parce que cette défaite contre Ajoie, c'est vraiment le truc que... De cette façon-là, que tu ne voulais pas que ça arrive. Et du coup, je pense qu'il y a un certain sentiment de honte et que donc forcément, bosser un peu plus en entraînement. Si en plus, alors il y a des joueurs qui reviennent, des joueurs importants, comme tu disais, notamment de Tanner Richard. Alors après, évidemment, il se veut dire qu'il bénéficie aussi du retour de certains blessés. Si tu as un contingent qui est un peu plus étoffé, on peut pas non plus juger de la même manière parce qu'on dira, ah oui, mais tu avais un petit peu plus d'armes. Après, il aura su, voilà, c'est un peu de chance. Mais en tout cas, ça va être intéressant de suivre ça. On se réjouit de voir Premier match, c'est vendredi soir contre Zug. Beau match. Zug qui a perdu mardi soir à Davos. Exactement. Sans marquer de but. Revanche de la dernière finale de championnat entre Genève et Zug. Ça va être directement un gros défi pour le nouveau Genève Servette avec Yann Cadieux à la barre. Et ensuite, samedi, c'est match à Ambry, si je ne me trompe pas. Oui, c'est match à Ambry le samedi. Il paraît que c'est jamais facile d'aller jouer à la San Gottardo Arena. C'est ça, il faudra s'y faire à cette phrase. On enchaîne avec Ajoie. Alors, ça va être assez court, j'ai l'impression, cette petite partie sur Ajoie, parce que y a eu un match. C'était contre Ambry mardi soir. Mm-hmm. À la Valachia, désolé. Et c'était pas facile d'aller jouer là-bas pour Ajoie. Mais là, pour le coup, je sais pas si tu as un peu regardé les stats, parce que je sais que tu étais à Fribourg, donc un petit peu plus compliqué de regarder le match de manière très intense. Défaite 2-0 sur le papier comme ça. Quand tu regardes le résultat brut, tu te dis, wow, bah, ils ont bien résisté. Tu regardes les shoots, et pas forcément le nombre, mais comment dire, le graphique du slot. Oui, il y a 30% des shoots qui sont pris, mais le slot, il est quand même généreusement accordé. Absolument, ouais. En face au but, il n'y en a quasiment aucun. Et quand on regarde le match, il n'y a quasiment eu aucune chance d'Ajoie. Je crois qu'il y en a eu une dans le troisième tiers où ils auraient pu peut-être venir à 2-1, mais ça aurait été quand même un peu vraiment boleux pour le coup. Là, Ajoie s'est frotté ou a frappé une sorte de mur finalement, où Ambry a maîtrisé son sujet de A à Z et 2-0, je dis pas qu'il devait y avoir 6-0, de loin pas, mais Ambry a maîtrisé son truc. Et voilà, quoi, c'est un match de National League au mois de novembre, il y a eu une pause. Ajoie doit jouer toujours sans Asselin, sans le Duc. Maintenant, visiblement, on va peut-être devoir composer sans Van Ström pendant un moment, d'après je sais plus si c'est une radio ou si c'est le quotidien jurassien qui dit que Van Ström s'est blessé aux côtes. Ça peut être handicapant quand même. Ils n'ont vraiment pas de bol à part ça. Mais là, on a souvent parlé de surutilisation des étrangers, etc. Et je pense à raison. Là, on revient d'une pause de 10 jours. On ne peut pas dire que c'est l'enchaînement des matchs qui pèse sur Wenström. Il a joué 19 minutes dans ce match-là. Alors oui, je ne sais pas à quel moment exact il sort, mais en fin de match, du coup, quoique 19 minutes pour De Vos, oui, De Vos, ça fait 20 minutes. Il n'y a eu personne à plus de 21 minutes, donc... Rien à dire. Donc ouais, non, ils n'ont pas de chance. Ça, c'est vraiment malheureux quand tu vois ce qui leur est arrivé toute la saison avec les étrangers. Je voulais juste revenir sur les expected goals du match Ambry-Ajoie. C'est violent. Ils sont à 0, entre 0,5 et 1 expected goal Ajoie sur toute la rencontre. Et je pense que c'est justement calculé. Il n'y a pas de raison. Comme tu dis, il y a un shoot qui vient du slot à peu près, puis c'est tout, quoi. Et encore, le slot, faut le dire vite, il est un peu sur la gauche de Ciaccio. C'est tout en périphérie. Il y a quasi rien. Puis, alors eux, pour dire, leur défense a aussi tenu la route. Oui. Ils ont pas été catastrophiques du tout. Ils ont tenu Ambry
aussi un petit peu à l'écart, mais voilà, au bout du compte, quand t'as aucune chance d'aller marquer un but, puis malheureusement, quand tu es mené, Östlund a fait un bon match. a fait un très bon match, Östlund, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Mais le plan de match, c'était on tient le 0-0 longtemps, puis on sait jamais, et puis malheureusement, il y a ce premier but qui tombe à la 20e, puis tu sens que derrière, ça peut pas passer, ça va être difficile de passer, quoi. C'est pour ça que il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour Ajoie sur la. Il va falloir essayer de gagner un match bientôt. Ouais, ils en ont gagné il n'y a pas si longtemps, je te rappelle. Oui, oui. Juste il n'y a pas si longtemps en termes de jours, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que cette victoire contre Genève aussi, c'était un peu le. On l'expliquait, après 2 tiers, il devait pas y avoir 3-0. Enfin, tout s'est aligné en leur faveur aussi, tant mieux. Hein, mais si on regarde le calendrier d'Ajoie, il est assez intéressant parce que il y a la réception de Davos vendredi, pas simple. C'est le leader. C'est le leader qui marche très bien offensivement, c'est le leader qui défend. Ça n'a pas toujours été le cas sous Christian Volvend, c'est le cas actuellement. Tu sens que derrière, ça a bien resserré. Là, va falloir un petit peu serrer les dents, mais après, ils ont une période qui est intéressante. Déplacement à Langnau, tu peux faire quelque chose. Déplacement à Bienne, un derby, c'est un match qui n'est pas inintéressant. Et après, c'est un back-to-back. Il y aura un week-end de back-to-back les 26 et 27 novembre contre Rapperswil. Et c'est plusieurs matchs qui viennent face à des équipes plutôt, c'est pas Zug et Davos, quoi, un peu plus modeste, on va dire, quoique Rapperswil en back-to-back, c'est pas simple, ils gagnent une chier de match. Mais ils sont 4e, mais ils sont 2e à égalité avec Fribourg et Bienne. 45 points, 4 points de Davos, c'est hallucinant. Ce qu'ils font, c'est vraiment magnifique. Incroyable. Mais pour dire, je préfère les voir en jouant en back-to-back contre Rapperswil que contre Zurich, disons. Ouais. À tort, hein, ils ont battu Zurich la dernière fois qu'ils les ont joués. Non, puis tu disais Langnau, la dernière fois qu'ils sont allés à Langnau, ils ont pris 9-3. Donc, juste. Voilà. on a parlé que de cette saison, il y avait des soirs comme ça où ça allait être compliqué. Puis voilà, mais tu peux quasi chaque match, si ton gardien fait pas un grand match, ça va vraiment être difficile derrière. Et puis tu peux te prendre un 6-7 buts à peu près tous les soirs. Mais quand ça tient la route, il y a moyen d'embêter plus facilement à la maison. Il paraît que c'est pas facile de les jouer à la Raiffeisen Arena. Et tu peux embêter un Zurich un soir. Mais voilà. Plusieurs matchs intéressants à suivre. Moi, c'est le derby à Bienne. Je me réjouis de le voir. Je vais aller sur place, je pense. D'ailleurs, c'est le seul match qui concerne les Romans ce soir-là. Ouais. Et puis, je crois que j'ai jamais vu de Bienne Ajoie, de derby jurassien ou du Jura. Je me réjouis de voir ça. Tu parlais de Bienne, et de Rapperswil. Voilà. Ça tombe bien. C'est exactement. Bonne transition, Greg. Bravo. On parle de Bienne. Un match aussi, défaite qui est imméritée selon moi contre Rapperswil 2-1. Mais on parle d'abord peut-être de l'actu chaude du moment. Parce que Bienne est un club sympa, il communique pendant Colfax des choses. Mike Kunsley plus 2 ans. Je propose pour les Biennois qui s'intéressent, on parlera de Michael Ugly dans la section Lausanne un petit peu plus tard. Ouais. Mais on peut se concentrer sur Mike Kunsley. Moi, c'est le joueur que... Alors, il y a Radgeb aussi qui est intéressant à re-signer. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je sais que toi, tu l'aimes bien aussi. Ouais, je le voyais bien ailleurs, en fait. Dans un club, peu importe. J'ai l'impression que Kunsley, tu le mets à Fribourg, tu le mets à Genève, tu le mets à Lausanne, si on prend les Romans. Ajoie, désolé, mais c'est aussi une question de prix. Ça sera un petit peu compliqué, et puis d'ambition. Mais dans les 3 équipes, j'ai l'impression qu'il aurait un rôle. Comme il a un rôle à Bienne, finalement. Ouais, puis c'est un joueur de complément qui est hyper précieux. Il amène beaucoup de physique, il amène des buts, hein, parce que c'est quand même un joueur à plus de 20 points par match. On parle de basket, c'est Steph Curry, le gars. Non, il est à plus de 20 points par saison, une dizaine de buts par saison aussi. C'est un joueur qui est robuste, qui est grand, qui est gros. Sur la ligne, la fameuse Kunsley, Kunti, Brunner, ça marche bien. Les 2 autres sont encore sous contrat. Pourquoi pas prolonger le 3e larron. Ça me fait penser, quand tu dis plus de 20 points, il a un peu toujours plus de 20 points, je me dis, tiens, Yannick Heron, 22 points. Et tu vois la différence de... statistiquement, on regarde ça, puis on dit, 20 points, 22 points, on a à peu près les mêmes joueurs. Puis t'es là, ou un Valzer qui avait fait 19 points. Non, c'est hyper utile, en fait, un Kunsley. Parce qu'il amène pas que des points, justement. Ouais, l'unidimensionnalité d'un joueur par rapport à un Kunsley où tu fais, non, mais en fait... Au niveau des points, on serait à dire, alors vous êtes con, vous dites que l'autre il a 20 points, c'est super, puis l'autre a 22 points, vous dites que non, il faut s'en débarrasser. Mais voilà la différence, je voulais juste noter ça. Non, t'as complètement raison. Et c'est vrai que l'année passée, Yannick Heron, c'est 11 buts, 11 passes.
c'est vraiment pas mauvais. Enfin, c'est pas mauvais. Ça tient la route. T'attends plus de lui parce que justement, c'est son rôle. C'est un finisseur en power play. C'est un gars qui doit marquer sa quinzaine de buts. Kingsley t'amènera d'autres choses. Il va permettre à Kunti et à Brunner de s'illustrer. De faire leur métier, ouais. Exactement. Et ça, c'est difficilement quantifiable. En fait, c'est typiquement le genre de truc où je pense que les statistiques, on va peut-être pouvoir en trouver une à un moment qui sera extrêmement pertinente pour quantifier le boulot d'un Mike Kingsley pour prendre ce profil-là. Mais peut-être que aussi ça c'est vraiment l'œil qui va plus parler, le fait de voir, parler avec les joueurs, de dire non mais laissez-moi Kingsley sur cette ligne. C'est limite si Kunti et Brunner disent pas non mais nous Antti, laisse-nous Kingsley, il nous fait un boulot et le fameux travail de l'ombre, un truc, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est que de l'ombre. Il va être quand même mis en lumière, mais c'est que des fois ça va être le travail sans puck aussi, c'est ce que tu disais. Et que ce serait intéressant, je ne sais pas s'il y a une statistique qu'on pourrait trouver à part les mises en échec, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop sommaire comme statistique pour l'impact d'un Kingsley. Une mise en échec en plus des buts et des assists. Non, effectivement, après je pense que tu peux déjà rien que voir au niveau du Corsi et du volume de jeu proposé par la ligne lorsqu'il est sur la glace, puis tu peux aussi voir avec le Corsi relatif que j'ai pas sous les yeux actuellement, mais comment il lorsqu'il est sûr et pas sur la glace, comment se comporte son équipe, et ça c'est un des moyens de voir l'impact d'un joueur sur son équipe. Bah, en tout cas, c'est bien de la part de... Je pense qu'il a dû faire des choix, en fait, Martin Steinegger. On sait qu'il y a encore Offert, qui est sur le... qui a part signé. Ouais. Tu parlais de Radgeb. Radgeb, justement, on a lu qu'il allait prendre sa décision dans les 2 semaines, je crois. Ce qui veut dire que la décision est prise, mais elle n'a encore pas été annoncée, à mon avis. J'ai l'impression quand un joueur dit je vais prendre ma décision dans le temps de temps, c'est que c'est fait. C'est qu'il a soit il a signé, soit il a encore pas reçu le contrat en retour. Peut-être du coup c'est Lausanne, je sais pas. Non. C'était une blague obligatoire. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est fait. Dans le sens, sinon il dira la phrase habituelle, c'est mon agent qui gère la décision. Tiens, c'est la phrase que m'a fait dit Domenico mardi soir. C'est mon agent qui gère. Voilà, moi je me concentre sur la glace, etc. Quand tu dis c'est dans 2 semaines, dans les 2 semaines, j'aimerais prendre ma décision, c'est que dans 2 semaines, j'aimerais que ma décision soit annoncée. Et cette décision annoncée, t'as pas un... Si tu devais, tout d'un coup, avec un fusil sur la tempe, est-ce qu'on le reverrait pas finalement quand même à Bienne rester? Il y a plusieurs choses. Moi, je pense que ce sera ni Lugano ni Genève qui peuvent être des clubs intéressés par lui. Ouais. Je pense que ça peut être ni l'un ni l'autre. Ça devrait être ni l'un ni l'autre. Je vois pas pourquoi ce serait Berne. On peut aussi déjà réfléchir dans l'autre sens, de se dire où pourrait-il aller. À Berne, ils ont engagé Romain Leffel, ils ont toujours calé Anderson, ils ont Untersander. Ils vont probablement prendre un ou l'autre étranger derrière. Il va pas aller à Berne. Après, on élimine. Hein. Il va pas aller à Rapperswil, il va pas aller à Langnau. Davos, ils ont quand même Dominique Egli sur lequel ils ont beaucoup investi. Oui. Ils ont Nygren qui est certes en fin de contrat, mais je vois pas pourquoi ils s'en iraient. Je vois pas le match là-haut non plus. Bah, Lausanne, tu pourrais te dire, c'est un peu clinquant, c'est un joueur qui met ses 25 points. Il pourrait faire tourner la tête de Peter Svoboda. Mais bon, il y a deux défenseurs étrangers. Il y a Lukas Frick, Eldner, Marty, Genadzi, Glauser. On est déjà à 7. Jelovac qui est en rumeur, on est à 8. Alors ça veut dire qu'il faut se séparer d'un 2 défenseurs étrangers. Oui, peut-être, mais pour prendre Yannick Radgeb, est-ce que vraiment c'est lui qui te manque alors que... je sais pas. Ouais, Zurich, finalement. Moi, ma wildcard, c'est Zug. Ouais. C'est juste de la connexion de points pure et dure. Hein. Mais Zug pourrait être une wildcard. Mais dans l'absolu, si tu as Antti Termanen à la bande et que tu es Yannick Radgeb, il te laisse faire ce que tu veux. Ouais. Tu peux attaquer comme tu veux. Tu peux jouer tantôt ailier, tantôt centre, tantôt défenseur. Aussi, des fois, pourquoi pas. En étant bon, je dis pas ça de manière négative, il amène vraiment quelque chose offensivement cette saison et il est pas cata derrière. Il joue en fait, il joue comme il veut, mais dans le sens, on le laisse jouer comme il a envie de jouer. Et t'as pas envie de rester dans ces conditions-là et de dire, je sais pas, c'est peut-être le bon endroit pour poursuivre ce développement, parce que finalement, Yannick Radgeb, c'est quand même un joueur qui est encore en train de se développer finalement. Tout à fait. Et je trouve que c'est...
c'est pour ça que je disais bien, pourquoi pas rester. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il a dit, moi, les quinquennats, les législatures politiques, les mandats de 4 ans ou de 5 ans, il avait plutôt envie de partir sur du court terme, 2-3 ans. Ouais, mais Euh, tu sais pourquoi? ben, Il a 26 ans. Ouais. Si tu signes 5 ans, c'est 31 ans. Ouais, C'est un, ton prochain contrat, il va être... c'est un poil plus chaud de signer un nouveau contrat à 31 ans. C'est potentiellement plus risqué. Tandis que si tu signes un bon contrat maintenant de 2-3 ans, ça fait du 29 ans fin de ce contrat. Tu es dans un bon âge pour signer un nouveau contrat. Et là, peut-être de 4 ans, qui t'amène à 34, mais de nouveau à un salaire qui est bon, parce que les 2 premières années, c'est dans tes meilleures années de joueur de hockey. Donc oui, je peux imaginer qu'il aime pas forcément ça. Je peux aussi imaginer que c'est bien réfléchi. T'as pas parlé de Fribourg d'ailleurs, parce que là Non. aussi, Gunderson Diaz, tu te dis, on le met où, Radgeb, quoi. Alors j'ai effectivement enlevé immédiatement Fribourg de l'équation. Je pense pas que... Ou alors vraiment, ils nous ont caché ce qu'ils ont trouvé en creusant à la place de la BCF Arena. Mais Au-delà de l'argent, est-ce que, vu la composition de l'équipe, est-ce que Radgeb aurait du sens? C'est... en plus, alors moi, j'ai même pas réfléchi aussi loin parce que la composition d'équipe fait que, voilà, enfin, l'argent à disposition, Ouais. fait que tu peux juste pas t'aligner, à mon avis. Après, il me semble que depuis 3 mois, chaque fois qu'on parle d'un dossier, on dit ah mais Fribourg aura pas les sous, puis ils ont signé Berchi, ils ont prolongé Valzer. Là maintenant le prochain c'est Jörg. Apparemment ça va être compliqué de le prolonger, mais est-ce qu'ils vont le prolonger? J'ai pas l'information non plus, sinon je l'aurais écrit. Mais on est habitué à ce qu'on nous dise il n'y a pas d'argent, puis finalement on trouve quand même un moyen. En plus, Radgeb dit qu'il n'aime pas les longs contrats, ce qui est quand même un petit peu le modus operandi de Christian Dubé. Donc non, il n'y a pas de raison que ce soit Fribourg. Bien aussi, alors un truc par contre qu'on a beaucoup aimé, je pense que c'est le genre d'annonce que tu as dû apprécier parce que tu en as déjà parlé à ce micro. Je sais pas s'il y a eu plusieurs Cold Facts où tu en as parlé, mais Luca Christen, quand on parlait de joueurs de Swiss League qui pourraient avoir une carrière en National League, tu avais tout de suite parlé de Luca Christen à Langenthal, en disant j'aime bien ce joueur, défenseur offensif. Là, ça pourrait être une trajectoire mini Dominique Egli, peut-être, parce que là aussi, il bouge bien sur le power play, il a une bonne première passe et tout. 2 ans à Bienne, on aime bien cette signature. Maintenant, effectivement, si on a Radgeb, si on a Noah Delémont, qu'on veut aussi peut-être former et monter comme défenseur offensif capable d'être sur le jeu de puissance, et qu'on a Luca Christen, ça fait peut-être presque un peu, je vais pas dire doublon parce qu'il serait 3, ça ferait presque triplon. Faisons un néologisme. Ouais, j'aime bien cette signature, tu as raison. Après, il n'y a pas besoin d'être un grand génie pour se dire un défenseur suisse qui fait une 30aine de points en Swiss League l'année passée avec une dizaine de buts et a un intérêt de jouer en haut, mais c'est ce que tu as dit avant, au-delà des points, c'est la mobilité. C'est un joueur qui est capable justement de jouer, de rivaliser avec cette vitesse-là. C'est pas un grand gabarit, mais c'est un joueur qui est mobile. Ce que je regarde sur ses statistiques, c'est que quand il est sur la glace, Langenthal est systématiquement très bon offensivement. Et même ce qui veut aussi dire que derrière, il ne doit pas faire tout faux. J'avoue que je ne me regarde pas les matchs de Langenthal avant de m'endormir. Mais défensivement, il ne doit pas faire tout faux. Mais ça, c'est purement statistique et je n'ai pas vu. Donc je ne me permets pas de dire que c'est un bon joueur défensif, je ne peux pas le dire. Mais par contre, statistiquement, il a l'air intéressant. Enfin, il est très intéressant statistiquement et je me réjouis de le voir vraiment jouer avec une équipe d'en haut. J'espère qu'il aura de la glace parce que tu m'aurais dit, tiens, typiquement, ça aurait pu être une signature qu'Ajoie fait en se disant, bah voilà, nous, on t'offre une possibilité de te développer en te donnant un premier powerplay, un deuxième powerplay, et je pense qu'il aurait été hyper intéressant. Est-ce que peut-être, je sais pas, on peut imaginer que finalement un Noah Delémont partirait en disant, bah écoute, chez nous, on n'a plus trop de place pour te développer, mais tu pourras revenir après, on te prête, ou je sais pas. Moi, j'aime bien Delémont. Non, je pense pas. Mais Ambry, je me dis, Luca Christen aurait été pas mal aussi, par exemple. Mais Fribourg, à part ça, on n'arrête pas de dire que Fribourg, c'est une équipe qui est vieillissante, qui doit rajeunir ses cadres et qui a de la peine à intégrer des jeunes. Bah là, moi, cette signature-là, à Bienne, je pense que c'est pas une question d'argent pour le coup, parce que je pense pas que Luca Christen demande 250 000 francs à la saison pour avoir une chance dans l'élite. À 23 ans, il est tout content de l'avoir. Il faut le payer, c'est un salaire, on est bien d'accord. Hein. Mais au bout d'un moment, si tu veux rajeunir tes cadres,
Moi, je pense que c'est une signature que Fribourg aurait pu ou aurait dû faire. Et non, c'est bien qu'il l'a fait. Et je pense qu'on l'a suffisamment mis en avant, le scouting biennois. Et là, je pense que c'est de nouveau c'est un coup que tu tentes. Finalement, c'est sur plusieurs tentatives, toutes ne vont pas fonctionner. Claire. Dominique Egli, on rappelle qu'il était passé par Bienne depuis Cloton. Ça n'avait pas fonctionné là-bas avant d'exploser à Rapperswil. Tu peux pas avoir un 100%. Mais par contre, si de temps en temps il y a un coup qui fonctionne, un Ugly que tu vas chercher en Ligue B à Rapperswil, il explose chez toi. Oh, la transition elle va être belle parce que si on parle de Lausanne après. On parle de Fribourg. Mince. Un Ugly qui passe, qui passe à Rapperswil, qui était à l'époque en Ligue B à Bienne, il explose chez toi. Ça devient un joueur qui est pas très cher, qui t'amène de la qualité sur tes premières lignes. Et du coup, tu peux avoir un peu plus d'argent à mettre sur tes lignes 3 et 4 avec l'argent économisé à cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'un roster peut être assez bien construit. Avec Christen, si ça se passe bien, ça sera un nouveau coup comme ça. On passe à Fribourg qui ne jouait pas en National League mais qui jouait en Champions League. Défaite 4-2 contre Munich. T'étais au match d'ailleurs. Fribourg n'aime pas quand ça joue physique. Hein. Ça a brassé contre Munich comme assez rarement en Suisse. Di Domenico disait brassé, bière, Munich, j'ai vu. Bien, c'est involontaire. Di Domenico a dit à la fin, oh non, il joue pas plus physique que ça. Mais vraiment, puis j'étais là, ouais, mais enfin, franchement, je pense que je suis l'une des rares personnes dans la patinoire qui n'a pas eu envie de se battre hier soir. Il était franc fou toute la soirée. C'était vraiment du mauvais Di Domenico. C'est celui qui a la ligne bleue offensive en attendant que le puck parte. Arrive, du coup il défend pas. 3 fois durant le match, il a essayé de se battre avec un défenseur alors qu'il y avait le jeu en zone défensive. Il était fou de rage. Et on dirait cet épisode de South Park avec le Russell Crowe Show parce qu'il a envie de se battre avec tout le monde. Alors c'est vraiment le Di Domenico qu'on a vu là. Et quand il prenait le puck, il essayait de faire quelque chose. Au moins il a tenté quelque chose. Mais il partait avec le puck de sa zone défensive en zone offensive. Il le perdait systématiquement à la bleue. Non, vraiment, il était pas bon. Et il est en fin de contrat. Ouais. Et s'il est scouté en ce moment par certains clubs, je pense qu'ils se sont dit non, lui on sait pas, on hésite. Bon, ils connaissent quand même déjà le passif de Domenico qui de temps en temps peut avoir. Voilà, mais c'est sa deuxième saison à Fribourg et c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il faut le gérer, le gaillard. Et même là où à Fribourg, il est visiblement assez bien cadré, parce qu'on rappelle qu'à Langnau, c'était pas le cas. Hein, il faisait n'importe quoi. À Fribourg, c'est pas le cas. Il est dans l'équipe, il est impliqué défensivement, il amène du jeu physique, mais toujours dans les limites. Et là, alors, je sais pas ce qui s'est passé, c'était de voir tous ces Canadiens en face à Munich, ça l'a rendu fou. Mais c'était vraiment, c'est une expérience de le voir hier soir. Un autre joueur qui a, selon moi, pas répondu à ses standards, pour être poli, je pense, c'est Reto Berra. Ouais. Le premier goal, il essaye de... C'est un poke check avec sa canne. Finalement, elle part dedans parce que je pense qu'elle rebondit sur le joueur, qui est tout heureux de marquer ce goal. Il y a un goal qui a été marqué alors qu'un des joueurs a pu tourner autour de la cage. C'est pas arrivé directement, mais ouais, il était pas dans un bon soir. Il s'est fait bencher pour le dernier tiers. C'est Connor Hughes qui a fait. Et évidemment qu'on on serait pas très correct de le mettre au pilori étant donné que tout ce qu'il apporte à Fribourg-Gotteron, c'était un match, un soir sans pour Reto Berra, quoi. Oui, après on parle souvent aussi des fameux bounces qui peuvent être en ta faveur ou en ta défaveur. Et là, je trouve qu'il a aussi eu un ou deux mauvais rebonds devant lui. Une fois, c'est Valzer, sauf erreur, qui remet le puck quasi lui-même dans la cage, ou juste devant, puis l'attaquant n'a plus qu'à le pousser au fond. Berra n'a pas été dominant, clairement. Pas autant dominant qu'il a pu l'être récemment. Mais il n'a pas non plus été aidé derrière. Ouais, moi, j'avais un peu l'impression de voir un peu Fribourg comme lors des derniers playoffs contre Genève, où tu as l'impression que c'est le grand frère qui jouait avec son petit frère, et puis de temps en temps, tu le laisses un peu jouer, mais au bout d'un moment, dès qu'il faut taper dessus, ça se passe plus très bien. Et Fribourg a eu un peu de peine. Desharnais disait à la fin du match que oui, c'est bien de dire qu'on apprend, mais un jour, il faudra quand même qu'on a montré qu'on a appris. Et c'était intéressant. Mais voilà, Fribourg va pas rencontrer des équipes comme Munich très souvent. C'est une bonne équipe, Munich. À part ça, il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs qui ont un passé de NHL, de AHL. Un Ben Street est vraiment hyper bon. Il y a de la qualité. Et hier, il y avait des scouts d'autres clubs de National League qui étaient présents dans la patinoire. Et je pense vraiment que c'était pas pour scouter Jérémy Kamerza en Benoît Yecker. C'est pour aller voir en Allemagne. Parce que dans un championnat où il y aura 6 étrangers,
potentiellement la saison prochaine. Et quand tu regardes l'évolution du hockey allemand et les salaires qui sont donnés en DEL, à mon avis, il y a 2-3 bonnes affaires à aller chercher là-bas. Ça peut être des Allemands, ça peut être des Canadiens aussi. Mais je pense vraiment que... Je dis pas qu'il y aura une ruée des Allemands et puis qu'il va falloir mettre des douaniers Suédois. supplémentaires ou les Polonais qui viennent à pied chez Marc Lutti. Mais il faudra pas mettre des douaniers supplémentaires Rorschach ou comment ça s'appelle, non Oui, à Roman Sorn et à Rheine Sorn. par là-bas, il va pas falloir renforcer la frontière. Mais je pourrais imaginer qu'il y ait 2-3 bons coups qui viennent d'Allemagne et c'était pas un hasard que ce soit scouté hier le match, Dominique. Ouais. De Fribourg, Sprunger, on ne sait pas trop, visiblement sorti blessé. Jobin Dern est coupé, mais ça devrait aller. Mais En tout cas, Dernay était aux interviews à la fin du match, je m'inquiète pas. Au moment où on enregistre, la seule chose que je sais, c'est que Sprunger a des examens dans la journée et qu'on en saura un peu plus tard. Je risque de le mettre sur mon compte Twitter. Ou dans ta newsletter. Si j'ai l'info à temps. Voilà. Et puis, alors évidemment, Fribourg, indirectement, on va dire, on va parler du feuilleton Aaron. Avant cet épisode et avant que tout sorte, j'avais déjà noté qu'on pourrait peut-être en reparler. Et puis, maintenant que c'est fait, Aaron qui est parti à Lugano, qui a été prêté jusqu'à la fin de la saison. En retour, Lugano a prêté Timo Hausener, là aussi jusqu'à la fin de la saison. Et alors, des fois, on sait que certains clubs gardent les salaires, mais là, visiblement, tu as eu aussi la confirmation de ça. Aaron est toujours payé par Fribourg, mais il joue à Lugano. Et Hausener est toujours payé par Lugano, mais il joue à Fribourg. Voilà. Mm-hmm. Finalement, entre se plaindre, traîner son spleen à la rangée H, rang 21, ou je sais pas quoi, ou bien aller jouer éventuellement et se mettre en lumière, c'est la solution que tout le monde a trouvé pour que ça se règle au mieux, finalement. C'est un petit peu ça. Et puis Dubé, il s'est dit, de toute façon, lui, il va plus jouer chez moi. Je le paye X par année de toute façon. C'est au budget, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Cette année, voilà, la saison prochaine, j'aimerais ne plus le payer X, mais peut-être sous 0 si possible, ou moins, dans le pire des cas. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le fais jouer 14 secondes en un mois et demi ? Ça fait cher la seconde pour du Yannick Aaron, parce que c'est quand même ce qui s'est passé depuis un mois et demi. Ou est-ce que j'accepte de faire un échange qui n'est pas favorable, parce qu'il n'est pas favorable d'un point de vue purement hockeyistique. Yannick Aaron est un meilleur joueur que Timo Hausener. Tout à fait. Point. Mais j'accepte de faire un mauvais échange, mais au moins peut-être qu'à Lugano, il va se mettre en lumière à la fin de saison. C'est un joueur, on parlait des contrats que tu peux signer à 30 ans. Si Aaron revient à l'été vers Christian Dubé et puis dit écoute, j'ai potentiellement un contrat de 3 ans sur la table quelque part pour... Je reviens toujours avec l'automne, moi, s'il monte. Par exemple. Là, à ce moment-là, il redescend. Ouais, mais il redescend pas en Swiss League. Absolument, mais Viège. Mais là, à Lugano, il pourrait avoir un vrai rôle à part ça. Parce que des ailiers suisses capables de marquer des buts, avec Bertagia qui branle au manche, avec Fazzini, ça fait rire, il est rentré blessé de la Deutschland Cup. C'est Bertagia qui est rentré blessé. Bertagia, voilà. Et en plus, qui branle au manche depuis le début de la saison. Je pense vraiment qu'il y a moyen de le voir jouer sur une deuxième ligne. Je crois que Turkov aussi a dû rentrer. Lui joue plutôt au centre, c'est embêtant d'ailleurs, pour ceux qui ont un hockey manager. Parlant de hockey manager, il est à 1 Yannick Aaron, et je pense qu'il faudra voir le line-up vendredi soir, mais je pourrais vraiment imaginer le voir jouer sur de la première ou la deuxième ligne. Et s'il est sur une première ligne avec Arcobello et Carr, je pense que là, on parlait de le mettre en lumière. C'est plus que le mettre en lumière, c'est le mettre au centre de la scène. Spotlight on me, alors là. Vraiment. Et voilà, c'est le pari de Dubé. Il dit, va te relancer là-bas. De toute façon, moi, j'ai plus envie de toi. Va te relancer à Lugano. S'il revient à l'été, puis il dit, écoute, admettons, le chiffre que tout le monde dit, c'est 500 000. Admettons, c'est ça. S'il revient, puis lui, il a un contrat de, je sais pas moi, 1 million sur 3 ans quelque part, 330 000 à l'année. Est-ce que tu prends le million sur 3 ans, ou est-ce que en t'asseyant sur les 500 000, en disant, 1 million, tiens, vaut mieux que 500 000, voilà. Ouais. Ou est-ce que... Et du coup, il va vers Dubé et il dit rompons le contrat. Et je pense que Dubé serait tout content d'en arriver à cette issue-là. Mais pour ça, il faut qu'il joue bien, il faut qu'il marque des buts et il faut qu'il se montre à Lugano. Au moins là, il aura une chance de se montrer. Lugano a besoin d'un ailier suisse. Maintenant, si Julien Sprunger est blessé, le timing n'est pas excellent pour Christian Dubé, parce que Yannick Aaron aurait peut-être fait le job là. Mais bon, ça, c'est du révisionnisme, mais au moment de l'échange, on ne peut pas le savoir. Est-ce que Christian Dubé a une fois avoué que, là, pour le coup,
en disant j'ai fait des bons coups, hein, sans doute, mais sur celui-là, effectivement, j'ai merdé. Je ne sais pas s'il l'a dit publiquement. Je ne l'ai pas lu, il ne me l'a pas dit. Parce que là, on peut quand même... Mais s'il dit non, je pense que c'était vraiment une bonne idée. Ouais, ça va pas aller, Là, on va pas le croire. Au-delà de la blague, je pense que ce serait vraiment un truc, une fois, de dire... Reconnais, il n'y a pas de problème, tu peux pas chaque fois faire des bons coups. Mais de dire, bah là, effectivement, je me suis planté, je pensais qu'il serait capable de faire... Ça n'a pas matché. Je pense que c'est toujours un bon joueur de hockey, mais en tout cas, chez nous, ça va pas. Il n'a pas ce rôle que je pensais où il pourrait évoluer. Bon, ben voilà. Tu te rappelles quand il a signé de Lausanne à Fribourg, enfin, quand on parlait les premières fois où ça commençait à couiner autour d'Yannick Herren à Fribourg, donc en début de saison, je t'avais dit, mais en fait, Fribourg a signé la licorne Yannick Herren, cette espèce d'animal mythologique qui est un joueur suisse qui peut jouer sur une première ligne à planter ses 20 buts s'il est mis dans des bonnes dispositions et tu le mets en powerplay, etc. Mais moi, je pense que Lugano vient d'échanger la licorne Yannick Herren, l'espèce d'animal mythologique qui va être mis sur la première ligne et performer, parce que nous, on saura le faire performer. Ouais. Est-ce que ça va être le cas ? Ben justement, peut-être que dans 6 mois, on dira non, mais en fait, il n'existe pas. Je me demande, est-ce que franchement, Yannick Herren est un joueur de Chris McSorley, si tu veux, est-ce qu'il a un ADN McSorleyien pour dire... Non. Moi, j'ai l'impression que non, il est trop soft. C'est un joueur qui va pas au contact, qui fuit le contact. Ouais. Et c'est pas grave. Mais alors, dans ce cas-là, tu dois planter 25 buts en powerplay et puis tu dois être automatique depuis le rond où on te mettra. Et là, c'est pas son cas actuellement, en tout cas. Mais c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Ouais. Rappelle-toi, il a eu des phases où il prenait feu pendant 10 matchs et il était inarrêtable. Et moi, je pense que Lugano aussi se dit, sur une très courte période, il peut peut-être nous faire un peu ce boost qui nous manque. Rien à perdre. Quoi. Ils n'ont rien à perdre. Timo Hausener, à mon avis, Max Orlé, ne sait même pas qui c'est. Donc, il l'a fait jouer quelques matchs, mais la plupart du temps, il était entre Biasca. Il préférait mettre Stoffel, il préférait mettre Vedova, il préférait mettre vraiment des jeunes Tessinois plutôt que de prendre lui qui a 23-24 ans déjà. Donc, exactement. Et qui n'a pas franchi le cap. Il y a encore une question à propos de Fribourg. C'est Arnaud Torch. Alors, c'est un peu du hockey fiction, j'ai l'impression, parce qu'avec des chiffres qui sont mentionnés, c'est comme tu disais pour Herren, c'est un peu les chiffres qui passent. Mais Praplan 850 000 contre Herren à 500 000, est-ce que Gauthieron, proposition d'échange selon lui, est-ce que Gauthieron ne serait pas passé à côté du titre pour 350 000 francs suisses? Ouais, je pense que c'est un peu de la provocation, le phrasé de la question, mais la question elle est intéressante. Parce que oui, je crois effectivement que l'échange Praplan-Herren était sur la table, mais l'échange de contrat était aussi sur la table. Et 850 000, d'après mes infos, c'est faux, il est bien en dessous, il est plutôt vers 700. Ouais. Mais admettons que 700 et 500, c'est quand même 200 000 francs. Et puis 200 000 francs, tu les trouves pas en un claquement de doigts. Au contraire, le but de cet échange-là, c'était pour réduire la masse salariale. Donc si tu prends de l'argent supplémentaire, à mon avis, c'était juste pas possible. Et donc... à mon avis, l'échange théorique à Hockey Manager aurait pu se faire, oui, mais ça, c'est dans un monde, c'est du hockey fiction. La réalité à laquelle s'est heurté Christian Dubé, c'est on t'envoie Timo Hausener, mais tu continues de payer Yannick Herren à prendre ou à laisser. Puis il s'est dit, en fait, si j'étais devant mon écran Hockey Manager, j'aurais dit non, mais c'est con cet échange. Pour le moment, il a dit, mais j'ai quoi comme autre option? C'est celle-là, ou rien. Ou rien, voilà. Et entre celle-là ou rien, il a pris celle-là, et moi, je comprends complètement. Mais Yannick Herren contre Praplan. Ouais, OK Manager, oui, ça se serait fait, probablement, mais pas là. On termine avec Lausanne. Lausanne, en fait, il joue pas. Il joue pas avant samedi. Mais Lausanne, il y a 12 000 trucs à dire comme d'habitude, en fait. Parce que y a des rumeurs, il y a des articles qui sortent. C'est une stratégie de communication, c'est tout. Plus on parle de toi, mieux c'est. Non, c'est bien vu, c'est bien vu. Tu as là aussi vendu la mèche, si on peut dire, avec Michael Ugly signé pour 5 ans. Oui. À partir de la saison prochaine. J'avoue que... Je peux. Oui. Si Michael Ugly était un skieur, tu serais derrière la bâche marqué Michael Ugly numéro 1. C'est toi le fondateur du fans club Michael Ugly en Suisse. Et malgré tout, 5 ans, ça t'a un peu surpris. Ouais, surpris, c'est... Une bâche mal imprimée de Michael Ugly, parce que les bâches, elles sont souvent ultra mal imprimées en pixels. T'as Wendy Holdener pixelisé, mais bref, ça c'est autre chose. Mais ce Michael Ugly,
de nouveau, ce serait 2-3 ans. Tu te dis, bah, pourquoi pas? Et là, on arrive sur 5 ans. Moi, c'est législature politique. Euh, De nouveau, si ça marche pas, bah, tu l'as pour 5 ans. On va te dire que oui, mais regardez son âge. T'es là, ouais, ouais, d'accord. Mais le gros contrat signé maintenant, tu parlais de Radgabe, qui pour arriver à 29 ans, on aurait pu imaginer un petit peu la même chose pour signer 2-3 ans. Bah non, lui a préféré signer à sécurité, visiblement. Petr Svoboda s'est mué en Christian Dubé, comme tu disais avant, c'était Mais plutôt... on n'a plus de repères. C'est terrible. Normalement, c'est Lausanne fait des grosses offres et les autres mettent beaucoup plus d'années pour compenser les grands méchants lausannois. Ah, si Lausanne commence à mettre des longs contrats, on fait quoi, nous? Bon, Kennins, il a signé longtemps, Marty, il a signé longtemps, Baumgartner, il avait signé 4 ans, donc... Kennins et Martin, c'est des prolongations. C'est quand même Oui, oui, différent. tout à fait. Mais Frico et Eldner, c'était aussi des prolongations, mais Oui. c'était des longues prolongations. Parce qu'ils voulaient Baumgartner, ça. c'est un jeune. Alors, déjà, j'ai trouvé rigolo dans la communication. On nous explique 2 fois que Michael Ugly, c'est le jeune Mhm. joueur. Et il fera 26 ans bientôt. On pourra lui souhaiter le 30 novembre bon anniversaire pour ses 26 ans. C'est un joueur dans la fleur de l'âge pour Tout à un fait. hockeyeur. En fait, il va disputer ses meilleures années de hockeyeur au Lausanne HC. Moi, je me demande juste contre qui se battait le LHC pour signer 5 ans. Parce qu'il y a 2 options. Soit il croit vraiment que c'est le style de l'année, que le vol Ouais. de l'année d'avoir signé Michael Ugly pour 5 ans en disant mais c'est génial, on l'a pour 5 ans, ce joueur avec un potentiel à ce point d'être à ce point dominant. Ou alors ils se battaient contre quelqu'un et ils se sont dit non, mais nous il nous le faut vraiment, on doit rajouter des années pour... Il se battait contre Bienne, ça c'est clair, je pense. Je pense bien l'aurait très volontiers gardé, effectivement. Mais moi, cette année, ces 5 années, moi c'est quand même quelque chose qui me surprend un petit peu. Après, ouais, j'aimerais juste savoir qui était en face. Bien peut-être. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y avait une concurrence autour de Michael Ugly? Je sais pas. Après, J'aurais pu comprendre une bagarre avec Ria. oui, absolument. J'aurais pu comprendre une bagarre pour Fuchs, un centre. Sans Enfin, hésiter. mais là, effectivement, sur un ailier, après, est-ce qu'ils disent qu'un ailier buteur, ça se trouve pas? Moi, il y a juste un truc aussi que sur lequel je voulais revenir. C'est Jérôme Reynard, notre confrère, qui a mis dans son papier participer à remplacer Christophe Berchi. Et c'est pour bien noter que non, Michael Ugly ne remplace pas Christophe Berchi, pour que les gens comprennent bien que tu vas pas le faire 1-1, mais que ça peut faire partie d'une stratégie de trouver peut-être 2 joueurs pour remplacer la production d'un Christophe Berchi. Et je me suis fait cette réflexion aussi en me disant, mais finalement, un Christophe Berchi, tu ne le remplaces pas. Et Mhm. c'est un peu la même chose qu'un Denis Malgin, tu ne le remplaces pas, qu'un Reto Berra pour Fribourg, tu ne le remplaceras pas. Et de signer certains joueurs, peut-être, de mettre le paquet sur certains, c'est de se dire, est-ce que je peux trouver un joueur comme ça? Est-ce que ça existe? Là, pour moi, la réponse, elle est non. Sur le marché, tu trouveras pas en ce moment un joueur comme ça. Est-ce qu'un Fazzini, tu peux trouver un buteur qui est aussi percutant que lui? Mais tu peux te dire, oui, alors il marque des buts, mais défensivement, c'est peut-être moins ça. Je peux potentiellement le laisser partir si j'engage un Michael Ugly qui est qui va marquer peut-être 5 goals de moins, mais qui défensivement va être meilleur. Là, Berchi, j'ai l'impression que tu n'as pas ce talent-là, tu ne le trouveras pas, et qu'il aurait peut-être fallu faire l'effort supplémentaire. Que sur Malgin, peut-être qu'il aurait fallu faire l'effort supplémentaire. Ça ne veut pas dire que le joueur va signer chez toi. Il peut très bien dire, écoute, c'est gentil, mais là, j'ai pris ma décision, même si tu me donnes 500 000 de plus, j'ai pas envie. Je veux aller là-bas. Très bien. Ma vie est à Zurich. Complètement. Comme on le disait lorsque Malgin a signé à Zurich. Est-ce qu'on peut blâmer Lausanne? Peut-être sur certaines choses, mais là, c'est vrai que c'est dur. Après, c'est un tout. Malgin a signé à Zurich. Est-ce que c'est parce que son année à Lausanne n'était pas à la hauteur de ses attentes? Peut-être, parce qu'ils ont eu une année pour lui vendre le projet. Il l'a pas acheté. Mais c'est vrai que c'est compliqué de dire André Ghetto, il a choisi Zurich au lieu de... Oui, mais il a choisi au lieu de Zug, admettons. Hein, mais même un Sven Berchi qui pourrait revenir visiblement à Berne où il aurait un préaccord, finalement. Ouais, apparemment, selon Watson, Klaus Zaug sur Watson. Ouais. Exactement. En général, honnêtement, encore une fois, hein, quand c'est écrit selon Klaus Zaug, il y a toujours le pas de retrait de tout le monde qui dit « Oh, on va attendre ». Puis après, en fait, on attend, puis c'était juste. Ouais. D'ailleurs, on y reviendra sur Klaus Zaug avec Poulenovs juste après. Exactement. Mais pour dire un Sven Berchi, est-ce que franchement ça remplacera un Christophe Berchi? Je suis même pas sûr en fait. C'est que
ce type de joueur, il y en a quelques-uns en National League. Il y avait Gregory Hoffman. Tu ne remplaces pas Gregory Hoffman. Gregory Hoffman part. Tu peux peut-être trouver un palliatif. Tu vas peut-être trouver un gars qui peut marquer. Mais ce type de joueur-là, tu ne le trouveras pas. Si Tom Ernest part, même si c'est un étranger et tout, on a vu ce qu'il valait. Kovar re-signe avec Zouk parce que Zouk se dit « Ouais, mais Kovar, on sait ce qu'on a. On va jamais pouvoir trouver un type comme ça. On aura peut-être du bol. Mais ça risque d'être compliqué. » Moi, il y a un truc qui m'étonne avec le roster de Lausanne en vue de la saison prochaine. Si on part du postulat, de 2 postulats. 1, il y a 6 étrangers, ce qui est quand même très probable. 2, Damien Ria re-signe. Ouais. Je l'ai eu à l'interview au moment où vous écouterez, où elle sera publiée sur le site du Blick. Il me dit pas j'ai signé pour 15 ans à Lausanne, hein, je vous rassure, mais on parle plutôt de ses thromboses, de sa thrombose, de ce qui lui est arrivé, de ce qu'il a vécu et de son futur. Et il dit le premier club avec qui je vais parler, ce sont mes employeurs actuels. Donc c'est d'un côté Washington et de l'autre côté c'est Lausanne. Je me plais ici, il a vraiment l'air de se plaire à Lausanne. Donc partons du postulat, Ria reste et il y a 6 étrangers. Donc tu as 6 étrangers, tu en as 2 derrière, tu en as 4 devant. Tu as Sekac, Emerton, Frolic sous contrat. Il reste un étranger devant. Tu as Keynes qui est signé, Ria, Baumgartner, Fuchs, Ugly, Douai, Boson, Rochette. Là tu as déjà tes 12 premiers attaquants. Ouais. Guillaume Maillard, 13, Ken Yeager, 14. Mackay Holdener est signé, 15. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Kakauskas, Fabio Arnold, Robin Léonet. Léonet qui est encore sous contrat au Lausanne HC, on a appris cette semaine, c'est rigolo. Là, ça fait 15. Alors, moi, je me demande. Après, là, on réfléchit dans un monde idéal. Oui, puis avec les étrangers, tu te dis peut-être qu'il y en a un ou deux qui peuvent foutre le camp, mais ça remplace. Il y a les 6 places. Hein, exactement. Je dirais Merton, il est remplacé par un étranger. Mais là, on réfléchit. Mais dans un monde, on va dire. Là, on repense à un hockey manager. J'ai l'impression que tu as beaucoup de joueurs qui valent 5, puis t'en aimerais un à 10. Et je me dis, mais est-ce que dans un monde idéal, tu ne devrais pas avoir un petit peu moins de ces joueurs de fond de line-up, Boson, Douai, Maillard, Yeager, pour avoir justement peut-être un Sven Berchi plus haut ou un joueur... Là, tu as 15 attaquants sous contrat. Hein. Ouais, mais je trouve que les profils que tu as mentionnés, ils font vachement de bien dans une équipe. Et peut-être que les profils, tu as peut-être un peu trop de Ria, Ugly, Baumgartner... Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Kennins, il a cet aspect physique, mais l'aspect un peu technique, joueur flashy ou joueur joli à avoir évolué, très bien. Bon, au bout d'un moment, il n'y a on va dire que 9 places sur le top 9. Quoi. C'est un peu très très mal. Elle est belle celle-là. Ouais, elle est magnifique. Mais on se comprend que 4 étrangers devant, il reste 5 places pour... 5 joueurs à caractère offensif. Et alors là aussi, on part du postulat que Rochette reviendrait, ce qui n'est pas sûr, attention. Ouais. Mais s'il revient, moi, je ne le veux pas comme centre de ma 4. Non. Moi, je le veux centre de ma 2 ou de ma 3. C'est ça. Et pour son développement, ce serait top. Du coup, ça devient compliqué, je trouve. Et c'est aussi pour ça que cette signature du Ugly m'étonne. Après, si tu me dis, non, mais Ria, il va partir. Et c'est pour remplacer Damien Ria. Là, on est OK. Tout à fait. Là, j'entends cette signature de manière beaucoup plus simple. Mais moi, je suis parti de ce postulat, Ria va rester. Est-ce que j'ai tort? Peut-être. Autre potentielle signature, Pounenovs aussi. Tu parlais de Klaus Saug. Visiblement, Lausanne se dit, on va prendre tous les gardiens de la ligue. Et puis comme ça, mais c'est ma blague. Parce que si tu engages tous les gardiens suisses, les autres te feront les étrangers. C'est bien vu, ça. Bon, Suisse, tu vois, il y a des doubles Östlund, Pounenovs, ils ont aussi les autres... Il y aura D'accord, Schneider qui vont aussi signer. Comme ça. Non, mais Bon, ça part du principe que Boltzhauser, visiblement, alors à ce moment-là, s'il y en a un qui arrive, il y en a bien un qui va partir. Boltzhauser va devoir partir, il le dit lui-même. Il dit, moi je suis bien à Lausanne, j'ai re-signé en juin dernier, c'est pas un hasard, c'est que je m'y plais. C'est Jérôme Renard dans le matin qui l'a cité, où il dit non, moi j'ai rien demandé, moi j'ai signé parce que j'aime ce club et parce que je sais plus les mots, mais parce que je me plais bien ici. Donc il signe Pounenovs, va falloir que quelqu'un parte, peut-être ce sera lui. Stéphane n'est pas fantastique depuis le début de saison non plus. Mais il vient aussi de prolonger de 2 ans, cette saison plus la prochaine si je me rappelle bien. Donc il est aussi sous contrat. Östlund fait des bons matchs à Ajoie, mais c'est quand même un joueur. Je pense pas qu'Ajoie, ils sont aussi contents de voir Östlund jouer à Ajoie. Je pense qu'Ajoie défraye Lausanne, mais ce que je sais
qui avait été proposé à Davos pour Robert Mayer, en gros, tu lui payes l'AG, quoi, à peu de choses près. Non, j'exagère, mais je veux dire, il ne paye pas le salaire de Victor Östlund à Joie, Ouais. ou une partie probablement, mais pas tout. Et du coup, ça leur coûte un petit peu d'argent. Il y a Stefan, il y a Bolshauser, il y aura Pouyanovs. Ah, il y aura, toi, tu pars du principe que c'est OK. Ça, alors moi, si j'en crois mon Klaus Zaug, c'est fait, ouais. Je vois pas d'autres... Enfin, moi, je pars du principe que c'est fait, ouais. Connexion Kenins-Poulenovs, qu'il a peut-être appelé. Sinon, à part ça, sans rire, je pense que Kenins, pour un jeune laiton, ça doit être une sacrée figure. Je t'avais déjà fait la blague que si on était, nous, en Lettonie, on aurait dit « Ouais, non, mais Beau et Corvi, c'est deux Suisses. Ouais, bah, il y a une connexion. Non, mais il est grison, je suis grérien, quoi. » Ça marche pas. Non, peut-être, mais oui, peut-être. Je rigole au-delà de la blague, c'est juste parce qu'ils sont lettons. On dit « Non, mais ils doivent bien s'entendre, ces deux. » Riars Puidé, tu vois, aussi, hein, le cousin, je sais pas quoi. Exactement, donc, là, il y a une vraie connexion, du coup. Non, mais comme en équipe nationale aussi, ils sont déjà croisés. Enfin, je veux dire, ils se connaissent. Donc, je pense qu'ils doivent aussi un peu discuter. Et ce serait presque si Poulenov signe effectivement à Lausanne, s'il a même pas appelé Kenins, tu tombes par terre. Tu te dis, mais attends, tu poses lui au moins juste la question de savoir si c'est effectivement bien. Bon, il vient de signer de 5 ans. Il y a un hint qu'il se plaît bien à Lausanne, Ronald Kenins. Exactement. Je suis allé voir l'entraînement de Lausanne l'autre jour. Il est drôle sur la glace. Il faudrait une fois le filmer pendant tout l'entraînement. En fait, je pense qu'il met plus d'énergie à faire le con sur la glace, mais dans le bon sens du terme, qu'à s'entraîner. Alors, il s'entraîne bien, hein, mais il fait vraiment le con aussi tout le temps. Il est assez divertissant sur la glace, et je pense que dans le vestiaire, les gens doivent bien l'apprécier, parce que c'est un peu l'entertainer, un peu fou. Et ouais, Tant que t'es bon sur la glace, de faire des trucs comme ça, Alors, je pense que ça donne une bonne ambiance, effectivement. On faisait des photos avec Damien Ria, justement, pour mon sujet qui est sorti, du coup, là, à midi. Et il passait derrière, il faisait coucou au photographe. Enfin, il est vraiment rigolo, Ron Haskins. Je l'ai interviewé 2 fois, il m'avait bien fait marrer. Mais je sais pas si ça vaut la peine une fois de prendre un peu de temps pour s'asseoir avec lui. Alors, pas pour un épisode de Cole's Facts, parce que ce serait un spécial Lettonie. On pourrait faire Cole's Facts. Ouais, mais ça aurait été au championnat du monde à Riga C'est juste. au mois de mai cette année, mais comme on n'y est pas allé, bah... Donc, tout ça pour dire, Ugly, c'est fait. Poulianov, On a une question. c'est presque fait. C'est possible, en tout cas. Et Bolshauser va devoir s'en aller. Ou, alors ça, c'est la bonne question. Il y a de la place quand même, surtout si un club monte. Ouais. Langnau, apparemment, il y a une rumeur qui est sortie ce matin comme quoi Mayer pourrait retourner à Genève. Voilà. Ok. C'est lui qui dit qu'il se verrait y retourner parce que sa famille retourne. Il vient de là-bas. Ouais. Ouais. Ok, on verra. Lugano a une situation des gardiens, au niveau des gardiens qui est un petit peu bancale. Si quelqu'un monte de Swiss League, on en revient à ton Cloton, hein, mais Cloton pourra avoir besoin de la garde l'année prochaine. Ouais, sauf Kirchen, mais ça ferait pas de mal d'avoir Bolshauser. En plus, il a joué là-bas, je crois, ses années juniors. Donc, Exactement. Donc, de la place pour un Luca Bolshauser, il pourrait en avoir, surtout que c'est pas un mauvais gardien. Il fait pas un début de saison fantastique. Il y a Elien Pope qui pourrait partir de Bienne, donc ça voudrait dire une 2e place à Bienne. Est-ce Ouais. qu'un Bolshauser avec Van Pottelberger C'est un joli duo. Après, je fais confiance à Bienne pour avoir un jeune dans les tuyaux. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée, hein. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a des jeunes dans les tuyaux à Bienne. À Lausanne, Loris Huberti, apparemment, qui a joué en Ligue des Champions, c'est là où il s'est un petit peu révélé. Ouais. Mais on m'a dit beaucoup de bien de lui. Et moi, je m'étais dit, justement, le contrat de Stéphane sur 2, le contrat de Bolshauser sur 3, c'était en se disant, d'abord Huberti, il a avec 17 ans, hein, il monte gentiment. On fait jouer Stéphane encore 2 ans pour le mentorat de Huberti. Après, tu le mets en backup de Bolshauser s'il est toujours bon, Bolshauser, puis après, il prend la place de gardien numéro 1. Là, c'est du hockey fiction, on est d'accord, c'est un jeune de 17 ans, mais il joue déjà avec les élites. Les élites ont de très bons résultats à Lausanne cette saison. Il a 10 matchs avec les élites, selon Elite Prospect. Je ne sais pas si c'est déjà à jour avec les derniers matchs, mais je pense que oui. Je sais pas, j'aurais bien aimé voir Huberti une fois ou deux. Ils lui ont déjà donné un match de Champions League. Alors c'était un match qui n'avait pas d'intérêt sportif en Allemagne. Ouais. Il avait été blanchi, d'ailleurs, si je me rappelle bien. C'était où, à Mannheim. Au niveau des gardiens, Lausanne, ils ont 2-3 options. Après, si tu sais que c'est un poste qui est rare, et donc de se dire, on a des options, puis au pire, on parque X ou Y à gauche et à droite. Si ça coûte pas trop d'argent, peut-être c'est un bon calcul. Parce qu'en tout cas, Östlund se développe très bien à Ajoie.
On a une question de Marc Egui qui demande justement cette politique d'annonce. Ça change un petit peu par rapport à ce qui se faisait avant, notamment sous Ian Alston. Moi, on a toujours, enfin je dis moi, nous, on a toujours bien aimé finalement le fait que Lausanne se tienne à une ligne de conduite en disant nous, on veut pas annoncer. Absolument. Mais par contre, on trouvait que c'était effectivement se battre contre des moulins C'était clairement ça. parce qu'ils étaient les seuls à le faire. Et du coup, s'il y avait un club qui faisait sécession, puis qui lui annonçait, et puis on va dire les 11 ou 12 autres continuaient à ne pas dire, ça aurait pu jouer, mais le fait d'être dans l'inverse, d'être le seul à pas annoncer, alors que finalement l'autre club, celui en partance, dit non, mais chez nous, il part. Où est-ce qu'il va ? On laisse le club annoncer où il ira. Ok, Voilà. vu que c'est le seul à pas annoncer, c'est Lausanne, super. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est vraiment noble de leur part d'avoir envie de se battre là contre, mais je pense qu'ils ont juste abdiqué. Et moi, je le comprends. On avait vu déjà dans un premier temps, ils commençaient à annoncer les prolongations de contrat. Alors ça, on comprenait pas. T'es là, le gars, il est chez toi, il a signé un nouveau contrat. Annonce-moi cette prolongation, comme ça on passe à autre chose. Il l'avait fait avec Tobias Stéphane. Oui, mais je l'avais eu au téléphone il y en a un, il m'a dit c'est spécial, c'était le gardien, on voulait être clean. Avec, oui, mais la prolongation, ils l'ont annoncé aussi en début de saison. Donc tu vois qu'ils ont changé leur politique là autour. On est dans une période de communication à outrance. Tu as tes réseaux sociaux à faire vivre, tu as tout ça qui entre en ligne de compte et tu peux pas juste te dire on donne pas de nouvelles à nos fans et puis il faut du contenu et puis c'est du contenu positif. Tu annonces un nouveau joueur, tu peux générer de l'intérêt autour de ton produit et je parle. Les clubs sont des produits et il suffit de voir si tu regardes à l'échelle, on va dire le foot international. C'est un produit gigantesque qui est vendu. Là, c'est un petit peu moins sport business, mais quand même, ça le devient quand même petit à petit. Moi, je comprends complètement, mais on va un jour être nostalgique en disant, tu te souviens, quand Lausanne annonçait pas ses transferts, ça te faisait un peu pester, toi, en disant, mais annoncez-les ces transferts. Puis tu es là, ouais, mais j'aime bien quand même qu'ils le fassent pas. Et on sera nostalgique un jour de ça, à moins qu'un jour il y ait une période des transferts, mais je suis pas sûr que Cold Fact ni Cold the Fact existe à ce moment-là. Bien, Salaries Caps, ça risque aussi, c'est un peu la licorne, c'est ce que tu disais, hein, est-ce que ça va arriver ? On espère qu'il pourrait y avoir, parce que ce serait mieux pour juger le travail des GM, mais c'est plus compliqué que ça se passe. Question aussi de Marc Egui, mais ça c'était plus en rapport avec le fonctionnement de Cold Facts. Comment est-ce qu'on prépare un épisode, un peu les coulisses. On y va au talent. Non, blague à part. Alors vraiment blague, hein, pas de talent, mais... Blague à part, comment les coulisses de Cold Facts Là, comme on a préparé cet épisode, par exemple, aujourd'hui, moi j'avais noté plein de choses durant ces derniers jours, notamment l'équipe de Suisse, préparer un petit peu, regarder le roster qu'on pourrait faire, noter Ugly 5 ans, noter des petits marqueurs comme ça pour pas oublier d'en parler. Voilà, on boit des cafés, surtout moi, avant. Et puis c'est une demi-heure de briefing avant où ça fait vraiment très sérieux. C'est une demi-heure de discussion avant où ça nous permet de boire un café ensemble, ce qui n'est pas perdu. Et puis on met vraiment le chemin de fer, dans le sens par quelle gare on va passer pour aller du point A au point B. Donc le point A c'est la minute 0, le point B c'est moins d'une heure et demie si possible. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et après, on se dit, on commence par quoi ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Tiens, ceci, cela. Ouais, faut pas qu'on oublie ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis des fois, on oublie. Et le petit plus qu'on a ajouté dans notre préparation, c'est que le sommaire se fait à la fin. D'abord, on commençait par le sommaire. Ça, c'est vraiment les coulisses. Mais on commençait par le sommaire, puis une fois, on avait annoncé un truc dont on n'a jamais parlé dans l'épisode. On s'est dit, non, mais ça va pas, c'est pas très sérieux. Donc maintenant, on regarde tout ce qu'on a parlé, puis à la fin, Jean-Fred, il nous fait le sommaire en disant, salut à tous, Colfax, on va parler de ça, ça, ça et ça. On en aura vraiment parlé. Ça, c'est l'expérience. Ça. Après une saison, on a dit, non, là, on a fait 2-3 fois le coup, faut qu'on arrête. Sinon, préparation du match, moi, je suis quand même beaucoup sur les patinoires. Donc les soirs de match, j'essaie tout le temps d'avoir 2 écrans. Enfin, un écran, c'est mes yeux, sur la glace, et un deuxième écran avec un deuxième match qui concerne très souvent les romans pour avoir justement une vue d'ensemble de un peu plus qu'un seul match, sinon c'est un petit peu difficile.
Et puis le lendemain, vu que j'écris ma newsletter le mercredi matin avant d'enregistrer le podcast, en tout cas une partie, il y a certaines thématiques que j'ai déjà développées dans ma newsletter qu'on développe ici et les deux se nourrissent. D'ailleurs, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Le 1000e abonné ne gagnera rien, mais si on y arrive, je serai très content. Par contre, un truc qu'on fait toujours à la fin, c'est la conclusion de l'épisode. Et Jean-Fred qui a écrit tout le temps en gros sur une feuille le numéro de l'épisode, comme ça je l'oublie plus. C'est l'épisode 12 de la saison 4. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner à nos différents canaux, dont Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, etc., où on est présent. Merci pour vos questions. C'est toujours un plaisir d'échanger et d'essayer d'y répondre. Je crois qu'on n'en a pas laissé trop sur le bord de la route pour une fois. Ouais, je crois pas. Il y avait une question sur le powerplay de Lausanne, mais attendons que Lausanne rejoue aussi pour être un peu plus précis sur notre réponse, je pense. Exactement. Puis sinon, d'ici la semaine prochaine, profitez bien de la reprise du championnat. Pour les Ajoulois et les Biennois, c'est déjà fait. Fribourgeois aussi, mais pas du championnat. La reprise du jeu. Il y a OK Manager, l'épisode de la capsule avec Michael Trigo, là, qui marche aussi super bien. Honnêtement, on sait que vous aimez ce jeu. Et ça marche du tonnerre. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu un épisode de spécial OK Manager qui avait autant d'impact, on va dire. C'est Michael. Complètement, alors. Non, mais sans rire. Hein. Et donc, oui. Donc voilà, mais n'hésitez pas à continuer de nous suivre, de nous poser des questions, d'interagir avec nous. Et puis profitez bien des matchs. À bientôt.